En moins de 3 ans, le Sahel a changé de gravité. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne se contentent plus de subir la pression extérieure. Ils tentent de reconstruire leur souveraineté en temps réel, tandis qu'un encerclement discret se referme autour de leurs frontières. Et si Ibrahim Traoré faisait basculer l'équilibre régional durablement, si ce pari tient, la vague pourrait dépasser le Sahel. Ce récit promet une chose précise, comprendre comment 3 juntes sahéliennes transforment une rupture symbolique en stratégie durable. Et pourquoi cette tentative déclenche une réponse méthodique plutôt qu'une guerre ouverte. Pour le public, l'intérêt est immédiat. Repérer les mécanismes réels du pouvoir. Bases déplacées, alliances redessinées, contrats revisités, sans se laisser piéger par les slogans. L'enjeu, lui, dépasse la simple rivalité France-Sahel. Si l'alliance des États du Sahel consolide sa trajectoire, elle peut offrir un précédent, rompre une dépendance sécuritaire et économique sans demander l'autorisation des centres historiques d'influence. Si elle échoue, elle deviendra un avertissement sur le coût de la défiance et sur la fragilité des États sous pression. Dans cette tension, Ibrahim Traoré n'est pas seulement un visage, il sert de point de cristallisation, à la fois pour l'adhésion populaire et pour la lecture hostile de ses adversaires. La question n'est donc pas morale, mais structurelle. Qui contrôle l'espace, les flux et les règles? En 3 dates, la dynamique se renverse. 2022 au Mali, 2023 au Burkina Faso, juillet 2023 au Niger. À chaque fois, l'ordre c'est le même. Les forces françaises sont priées de partir, et le retrait n'est pas une capitulation, c'est un repositionnement. À partir de là, l'histoire devient moins visible mais plus décisive. L'Occident ne lance pas d'invasion. Il construit une ceinture. Des points d'ancrage militaire et politique se renforcent juste au-delà des frontières. Centres de formation, partenariats de défense, options de déploiement rapide. Ce dispositif, présenté comme coopération antiterroriste, vise surtout à surveiller, contenir et, si nécessaire, fragiliser le noyau sahélien devenu dissident. L'encerclement n'est pas seulement territorial, il est aussi informationnel, économique et diplomatique. Côté sahélien, la réponse est symétrique. Si l'isolement est le premier pas vers l'effondrement, alors il faut casser l'isolement avant qu'il ne devienne irréversible. D'où la formation de l'Alliance des États du Sahel, pensée comme pacte de défense et bloc politique. D'où aussi la diversification des partenariats. La Russie fournit formation, renseignement et équipement. La Chine pousse une logique d'infrastructure, de routes, de télécommunications, d'énergie, 2 méthodes différentes, un même effet, ouvrir des alternatives, là où pendant des décennies, les options passaient par Paris, Washington ou les institutions financières internationales. Le contexte qui rend cette rupture explosive tient en une phrase. La souveraineté n'est plus seulement une posture, elle touche la richesse. Contrats miniers revisités, or et uranium renégociés, flux de revenus contestés, autant de lignes rouges pour les acteurs installés. Dans ce décor, Ibrahim Traoré devient un marqueur idéologique autant qu'un acteur opérationnel, jeune, charismatique et placé au centre d'un récit de défi générationnel. La question qui s'ouvre alors n'est pas de savoir si le Sahel résiste, mais s'il peut tenir assez longtemps pour transformer cette rupture en système durable. Pour suivre cette histoire sans se perdre dans les cartes et les sigles, il faut un fil humain, un soldat devenu symbole, et une population qui mesure la souveraineté en résultats concrets, pas en discours. Dans plusieurs villes sahéliennes, le débat n'est pas abstrait, il se traduit par une question simple. La sécurité progresse-t-elle et l'argent des ressources reste-t-il davantage sur place? Un premier impact se lit dans la mise en scène du départ français. Les bases ferment, les convois quittent le territoire et les autorités présentent ce moment comme une reprise de contrôle. Ce geste agit comme un signal politique interne, la rupture est réelle, irréversible et elle s'adresse autant aux voisins qu'aux anciennes puissances tutélaires. Un deuxième impact se joue dans l'appareil militaire local. Le recrutement augmente, la formation s'intensifie et l'équipement vient de fournisseurs non occidentaux.
Même sans chiffres détaillés, la logique est claire. Si la présence étrangère était justifiée par la lutte antiterroriste, alors l'État revendique désormais d'assumer cette mission lui-même. Enfin, il y a l'impact économique, plus discret mais plus explosif. Les gouvernements revoient les termes d'extraction, surveillant davantage l'or artisanal et demandent des contrats jugés plus équitables. Cela nourrit l'adhésion, mais cela crée aussi de nouveaux ennemis, parce que chaque renégociation déplace des intérêts établis. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré sert de repère. Son image condense l'idée de défi, tandis que ses décisions incarnent le passage du symbole à l'architecture de pouvoir. Et c'est là que le so what devient immédiat. Une souveraineté proclamée ne vaut rien si elle ne tient pas. Tout commence par une rupture qui ressemble à un geste de souveraineté, mais qui fonctionne surtout comme un déclencheur stratégique. Entre 2020 et 2023, les juntes prennent le pouvoir au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Elles héritent d'un paysage saturé, insécurité persistante, fatigue populaire, dépendance militaire et extraction de ressources dont les bénéfices paraissent lointains. Très vite, la première décision visible arrive. Les forces françaises sont sommées de quitter le terrain. Le Mali enclenche en 2022, le Burkina Faso suit en 2023. Le Niger, après le coup d'État de juillet 2023, donne l'ordre définitif. Dans les capitales occidentales, ce retrait n'est pas interprété comme un simple échec. Il devient un signal. Le centre de gravité se déplace. Puis le mouvement s'accélère et le deuxième acte se joue à l'extérieur des frontières. Paris et ses alliés ne préparent pas une invasion, ils construisent une cage. Autour du noyau sahélien, un anneau se renforce. Nouveaux centres de formation, approfondissement de partenariats de défense, options de déploiement rapide, renforcement de la surveillance et du renseignement. L'objectif, formulé sans le dire, est double. Empêcher la consolidation d'une indépendance durable et rendre toute évolution coûteuse, lente, vulnérable. La stratégie est efficace parce qu'elle se présente comme de la coopération antiterroriste et de la stabilisation. Mais le dispositif agit comme un encerclement en couches territorial, informationnel, financier, diplomatique. Les accords de partage de renseignements suivent les communications, les mouvements, les lignes d'approvisionnement. Les mécanismes économiques serrent la vis, avoir gelé, aide retenue, accès aux circuits financiers plus difficiles. Sur le plan politique, la délégitimation progresse. La même trajectoire est décrite comme illégitime, instable, indigne d'être reconnue. Le point culminant survient lorsque les trois États cessent d'agir séparément et officialisent la riposte, l'alliance des États du Sahel. Elle n'est pas un simple forum. Elle se présente comme pacte de défense, bloc économique et déclaration politique. Sa logique est claire. Si l'isolement est le premier pas vers l'effondrement, alors l'unité devient une arme. Dans la même séquence, la diversification des partenaires se structure. La Russie propose formation, armes, renseignements, sans conditions de gouvernance et sans le langage moral habituel. La Chine avance autrement. Investissement, routes, ponts, télécommunications, énergie, avec une logique transactionnelle. Deux approches différentes, mais une conséquence commune. Le monopole occidental sur les alternatives se fissure. Les répliques sont immédiates et multiformes. Sur le plan sécuritaire, les États tentent de prouver qu'ils peuvent remplacer la présence étrangère par une capacité propre, recrutement, intensification de l'entraînement, équipement non occidental. Sur le plan économique, ils touchent un nerf central. Contrats miniers revisités, or et uranium repositionnés comme levier de souveraineté, revenus revendiqués comme enjeu national. C'est ici que la confrontation dépasse la géographie et devient systémique. Il ne s'agit plus seulement de bases militaires, mais de règles du jeu. Dans cette progression, Ibrahim Traoré occupe une place particulière. Il devient, pour les partisans, la preuve qu'un leadership jeune et frontal peut incarner la rupture. Pour les adversaires, la figure à contenir afin d'empêcher l'idée de se propager. Et c'est précisément ce qui rend la séquence si instable. La souveraineté proclamée attire mécaniquement les forces qui veulent en limiter la portée. Depuis plus de 6 décennies, le Sahel fonctionnait dans un schéma de dépendance. En 2020-2023, ce schéma bascule et accélère. En juillet 2023, la rupture au Niger verrouille la séquence.
Ces repères ne sont pas des statistiques au sens strict, mais ils structurent une preuve. La transformation n'est plus lente, elle est compressée. Avant, l'influence s'exerçait par la continuité. Après, elle se mesure au rythme de la déconnexion. Le départ des forces françaises, présentées comme souveraineté retrouvée, devient, pour les acteurs externes, un indicateur de risque. Si 3 États peuvent te couper le lien, d'autres pourraient être limités. C'est là que la logique d'encerclement devient rationnelle, même sans déclaration de guerre. La preuve suivante se lit dans l'architecture, pas dans les communiqués. Le dispositif occidental ne se place pas au centre, mais autour. Cela change tout. Les États sahéliens peuvent expulser des troupes de leur territoire, mais ils ne peuvent pas empêcher ces mêmes forces d'opérer juste de l'autre côté des frontières, ni de tisser des accords de partage de renseignements. L'outil principal n'est pas l'invasion, c'est la capacité de surveillance, suivre les mouvements, les communications, les flux logistiques. L'effet est quantifiable autrement. Plus l'anneau se renforce, plus l'espace de manœuvre interne se rétrécit, même sans affrontement direct. Vient ensuite la preuve économique, décrite comme pression plutôt que blocus. Le gel d'avoirs, la rétention d'aide et l'accès plus difficile aux mécanismes financiers internationaux ne produisent de ce pas une image de guerre, mais ils fabriquent une contrainte. Elle fonctionne comme un test d'endurance. La souveraineté déclarée peut-elle survivre à un coup prolongé ? Ici, l'évidence est moins un chiffre qu'un mécanisme. Les coûts sont externalisés vers la population et les budgets, donc la pression devient politique à l'intérieur. Enfin, la preuve la plus sensible touche aux ressources. Quand les contrats miniers sont révisés, renégociés ou annulés, ce n'est pas seulement un choix économique, c'est un déplacement de flux. Cela menace des revenus établis et donc déclenche naturellement des réactions. C'est aussi la partie du récit qui fait basculer la souveraineté du symbole vers la structure. Contrôler la sécurité ne suffit pas, il faut contrôler la richesse. C'est là que l'argument sahélien se radicalise. Pourquoi un pays riche en uranium ou en or reste-t-il pauvre ? Et c'est là que l'argument occidental se durcit. Un précédent de renégociation réussie peut inspirer ailleurs. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît comme un marqueur de changement. Son discours condense fierté nationale et défi générationnel, tandis que la riposte externe le traite comme un symptôme à contenir. La question devient alors mesurable en termes de dynamique. Le Sahel peut-il transformer une accélération politique en stabilité durable avant que l'encerclement ne produise sa fatigue ? D'abord, une lecture avance que l'encerclement n'est pas une punition, c'est une mesure de gestion du risque. Les 3 juntes ont pris le pouvoir par des coups d'État. Leur légitimité est contestée, et la région reste exposée à des violences djihadistes qui ne disparaissent pas parce qu'un drapeau change au-dessus d'une base. Dans cette lecture, renforcer des partenariats de sécurité avec les voisins, partager du renseignement, maintenir des options de déploiement rapide, tout cela vise à empêcher que l'instabilité se diffuse. Les pressions économiques seraient un levier non militaire pour pousser au retour d'un ordre institutionnel jugé plus prévisible. À l'opposé, une autre lecture soutient que l'encerclement prouve que la souveraineté devient réelle. Pendant des décennies, l'influence reposait sur un monopole des alternatives. Si l'on sortait du cadre, on était isolé. Donc, quand le Mali, le Burkina Faso et le Niger expulsent les forces françaises, renégocient des contrats et cherchent d'autres partenaires, ils cassent une logique de dépendance. La réponse occidentale n'est pas stabiliser, mais contenir, afin d'empêcher l'idée de se propager. La guerre n'est pas déclarée parce que le déni rend la stratégie plus acceptable. La réponse la plus solide tient sur un fait central. Tout dépend de la capacité d'endurance. Les États sahéliens ont proclamé la souveraineté. Ils doivent la maintenir. Or, le récit reconnaît la tension. Le terrorisme n'a pas disparu, les investissements restent nécessaires. L'environnement régional est hostile et l'isolement peut précéder l'effondrement. Cela donne du poids à la prudence occidentale. Mais le même récit montre aussi pourquoi la rupture survient. Malgré des milliards d'aides et des milliers de militaires étrangers, l'insécurité s'aggrave et la pauvreté persiste. Cela donne du poids à la contestation sahélienne. Dans cette zone grise, Ibrahim Traoré incarne la question réelle. Est-ce un symbole qui survivra au coup prolongé
ou un pivot capable de transformer une rupture en institution et en résultat. Tout se joue hors du champ. Le vrai basculement n'est pas l'expulsion des troupes françaises, ni même l'arrivée de nouveaux partenaires. C'est la compréhension par les 3 États que l'encerclement ne vise pas seulement à bloquer un territoire, mais à contrôler le récit, les flux et le temps. Une cage stratégique n'a pas besoin de chars pour fonctionner. Elle a besoin de frontières observées, de finances contraintes, de légitimité contestée. À ce point du récit, l'alliance des États du Sahel apparaît moins comme une alliance contre quelqu'un que comme une assurance-vie. Elle mutualise la sécurité, coordonne les frontières et surtout elle tente de transformer une faiblesse, l'isolement, en architecture de résistance. La logique est froide. Si l'anneau se resserre, alors il faut construire des ponts internes plus vite que les pressions externes ne cassent les budgets. C'est ici qu'Ibrahim Traoré devient un pivot narratif. Il ne sert pas seulement à mobiliser une fierté nationale, il sert à accélérer l'idée que la souveraineté doit être opérationnelle. Et cette idée, si elle tient, menace bien plus qu'un rapport militaire. Elle menace une règle implicite selon laquelle l'indépendance n'est valable que si elle est approuvée. Du point de vue des gouvernements, la première conséquence est une contrainte de gouvernance par l'endurance. Les États du Sahel ont proclamé la souveraineté. Ils doivent désormais la financer, la défendre et la justifier sans les filets habituels. Quand l'aide est retenue, que certains mécanismes financiers se ferment ou que des avoirs sont gelés, la pression ne reste pas abstraite. Elle devient une bataille de budget et de légitimité interne. Dans le même temps, l'encerclement rend toute erreur plus coûteuse parce que l'espace de manœuvre se rétrécit. Les dirigeants doivent donc jouer sur 2 tableaux, prouver qu'ils contrôlent la sécurité et prouver qu'ils maîtrisent la narration internationale qui les décrit comme illégitime. Ibrahim Traoré se retrouve au centre de cette tension, figure de défi pour les uns, cible de délégitimation pour les autres. Pour les entreprises et les circuits économiques, l'effet principal est une instabilité des règles du jeu. Les contrats miniers sont révisés, renégociés, parfois annulés, et cela produit une incertitude immédiate. Quels acteurs restent, lesquels partent, quelles clauses deviennent non négociables. Dans un environnement où la Chine investit de manière transactionnelle et où l'Occident met la pression par l'accès au financement, les entreprises locales et régionales doivent se repositionner. Certaines peuvent profiter de la reconfiguration, d'autres souffrent d'un ralentissement du crédit, de la logistique ou d'une perception de risque accrue. La souveraineté économique se construit donc sous contrainte. Elle peut ouvrir des opportunités, mais elle peut aussi provoquer une fuite de capitaux et une baisse de capacité d'investissement. Pour les citoyens, la conséquence se mesure dans le quotidien. Le récit promet que la richesse restera davantage sur place et que la sécurité sera assurée par des forces nationales. Mais la transition est lente et l'insécurité ne disparaît pas par décret. Si la pression économique se prolonge, elle se traduit par une fatigue sociale. Hausse des coûts, services publics sous tension, attentes élevées face à des résultats difficiles à produire. Et pourtant, la même pression peut renforcer l'adhésion parce que l'hostilité externe est interprétée comme la preuve que la rupture est réelle. Ibrahim Traoré, dans ce cadre, sert de repère émotionnel. Il cristallise l'idée que tenir est déjà une victoire, même avant les résultats. À l'échelle régionale, l'effet le plus large est un test de contagion. Les voisins qui hébergent des bases ou approfondissent des partenariats de défense deviennent des pièces de l'anneau, parfois malgré eux. Les organisations régionales se transforment en arènes de pression et de reconnaissance. Si le Sahel réussit, l'idée d'une indépendance sans autorisation extérieure gagne du terrain. S'il échoue, il devient un récit dissuasif. Dans les 2 cas, ce qui se joue dépasse le Sahel. C'est la question de savoir si une Afrique multipolaire peut s'installer durablement ou si l'ancien ordre saura se réimposer. Sur un horizon de 6 à 12 mois, un premier scénario ressemble à une endurance sous contrainte. L'alliance des États du Sahel tient, mais sans victoire nette. Les pressions restent en place, surveillance, isolement diplomatique partiel, marge financière serrée.
Les États consolident leur coopération militaire, renforcent les frontières et cherchent à maintenir des flux économiques minimums malgré un environnement hostile. La transition sécuritaire progresse par à-coups. Certains fronts s'améliorent, d'autres se dégradent, et le récit de souveraineté devient un mécanisme de cohésion interne autant qu'un objectif concret. Ibrahim Traoré, dans ce scénario, continue d'être un symbole utile, mais il doit produire des résultats visibles pour éviter l'usure. Un second scénario, plus optimiste, verrait la rupture se transformer en système. L'alliance réussit à casser la logique d'isolement. La coopération interne devient plus efficace que l'encerclement externe. Logistique régionale, coordination de renseignements, échanges économiques entre Ouagadougou, Bamako et Niamey sans dépendre entièrement des circuits traditionnels. Les partenariats russes apportent une capacité opérationnelle plus stable. Les investissements chinois fluidifient certaines infrastructures critiques et les renégociations de ressources dégagent davantage de recettes publiques. Le coût politique de la délégitimation baisse parce que l'État peut dire « nous tenons et nous livrons ». Dans ce cas, le Sahel devient un précédent. La souveraineté ne reste pas un slogan, elle devient une architecture reproductible. Enfin, le scénario le plus sombre serait une fatigue interne et une fragilisation orchestrée. La pression cumulée produit un effet de saturation. Les contraintes économiques s'aggravent, la sécurité reste instable et les fractures internes s'élargissent. L'encerclement devient alors une machine à amplifier les tensions. Campagne diplomatique, sanctions discutées, accès financier réduit, perception de risque renforcée et soutien extérieur plus coûteux. Une crise sociale ou une crise de confiance peut s'installer, ouvrant la porte à une déstabilisation par procuration ou à une fragmentation du front politique. La souveraineté proclamée devient alors vulnérable à sa propre promesse. Pour juger l'évolution, il suffit de suivre une seule métrique mentale. Si l'alliance réduit l'isolement plus vite que l'encerclement ne sert la contrainte, la trajectoire tient. Sinon, la fatigue gagne. Pour un spectateur, le plus utile est de traduire ce duel géopolitique en repères simples, sans tomber dans l'idéologie. Premièrement, regardez la différence entre une souveraineté déclarée et une souveraineté maintenue. Proclamer l'indépendance est une chose, la défendre en est une autre. Cela signifie que les décisions visibles, expulsion, annonce d'alliance, comptent moins que la capacité à tenir sous pression prolongée. Deuxièmement, suivre le mécanisme de l'encerclement. Il ne ressemble pas à une guerre classique. Il s'exprime par couches, bases autour des frontières, partage de renseignements, contraintes économiques, délégitimation diplomatique. L'idée centrale est que la puissance moderne se lie souvent dans ce qui n'est pas déclaré, dans ce qui se présente comme coopération, tout en produisant une limitation concrète des marges. Troisièmement, observez le rôle des alternatives. La Russie et la Chine ne sont pas décrites comme des sauveurs, mais comme des options qui brisent un monopole. La Russie apporte formation, armes, renseignements sans conditions politiques. La Chine apporte investissement, routes, télécommunications, avec une logique transactionnelle. Quand des alternatives apparaissent, l'ancien système réagit, parce que le contrôle passait aussi par l'absence de choix. Enfin, il y a un repère humain. Ibrahim Traoré cristallise un récit. Fierté nationale, défi générationnel, référence à Sankara. Que l'on y adhère ou non, cette personnalisation a un effet. Elle simplifie le conflit et accélère la circulation de l'idée. Et c'est précisément ce que l'encerclement cherche à empêcher. Non seulement un changement politique, mais la diffusion d'un modèle mental. Si l'on veut transformer cette rupture en souveraineté durable, une feuille de route se dessine, sans ajouter de faits extérieurs. D'abord, il s'agit de stabiliser le noyau sécuritaire. Les États du Sahel doivent consolider la coordination militaire annoncée par l'Alliance. Frontières, logistique, renseignements partagés. La mesure la plus simple n'est pas un grand chiffre, mais un indicateur d'efficacité. Capacité à répondre plus vite, à tenir des zones et à réduire la dépendance opérationnelle externe. Ensuite, il faut briser l'isolement avant qu'il ne devienne structurel. L'encerclement agit par étranglement progressif. Diplomatie, finance, perception de risque. La priorité est donc de multiplier les canaux d'échange et de partenariat, y compris régionaux, pour éviter que la pression ne se transforme en fatigue interne. Cela inclut la narration.
contester la délégitimation et maintenir des formes de reconnaissance fonctionnelle. Puis, il faut rendre la souveraineté économique visible. Les renégociations de ressources doivent produire un signal clair, plus de recettes dans les budgets nationaux, plus de transparence perçue et une réduction des flux considérés comme injustes. La mesure ici est politique. Si la population voit une amélioration, même partielle, le récit tient. Sinon, l'usure s'installe. À moyen terme, il faudra gérer les partenaires sans recréer une dépendance. La Russie et la Chine ouvrent des alternatives, mais elles peuvent aussi devenir des pivots de dépendance. L'objectif est de diversifier les leviers, sécurité, infrastructure, financement, sans remettre tout le système sous un seul patron. Enfin, il faudra protéger l'unité interne en continu. C'est la couche la plus fragile. Ibrahim Traoré et les autres dirigeants doivent convertir le symbole en institution, règles, procédures, continuité. La mesure finale est simple, la souveraineté survit quand elle cesse d'être un événement et devient une routine. Au milieu des cartes et des pactes, le motif qui revient est toujours le même, une sortie de scène, des bases qui ferment, des convois escortés vers la frontière, et des capitales qui observent si le geste tient dans la durée. Ce départ dans le récit n'est pas seulement militaire. Il devient un symbole de rupture, presque un rituel politique. Prouver qu'un État peut dire non et survivre ensuite. Mais l'émotion réelle n'est pas dans la célébration, elle est dans l'incertitude. Parce qu'une souveraineté proclamée ne protège pas automatiquement des contraintes. Terrorisme qui persiste, pression économique qui s'accumule, diplomatie qui isole et voisins qui deviennent des pièces d'un anneau plus large. La victoire, fait ici, n'est pas un instant, c'est une capacité à durer. C'est là qu'Ibrahim Traoré réapparaît comme un nœud narratif. Il n'est pas seulement un nom, il incarne une idée risquée, que la souveraineté peut se construire sans permission, même sous une cage stratégique. Si cette idée tient, elle inspire. Si elle casse, elle avertit. Et c'est peut-être cela le point le plus humain. Le Sahel ne cherche pas seulement à résister, il cherche à prouver que tenir est possible. Ce qui se joue au Sahel ressemble à une expérience grandeur nature. Peut-on sortir d'un ordre ancien sans être ramené par les coups invisibles de l'encerclement ? La question dépasse les drapeaux et les alliances parce qu'elle touche une règle implicite de la politique internationale. L'indépendance est souvent tolérée tant qu'elle ne change pas les flux ni les modèles. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré et ses alliés deviennent un test, qu'on les admire ou qu'on les critique. Non pas un test moral, mais un test de structure. Endurance économique, cohésion interne, capacité à conserver des marges sous pression et aptitude à transformer un événement en institution durable. Si vous deviez suivre une seule chose après cette lecture, ce serait celle-ci. L'alliance réduit-elle l'isolement plus vite que l'anneau ne se resserre ? Et si oui, à quel prix social ? Dites en commentaire quel scénario vous paraît le plus plausible à 6 à 12 mois. Base, optimiste ou pire, et pourquoi ?